what has happened last night and after Ce qui Saudi s'est passé la Arabia nuit in dernière, Yemen après que l'Arabie saoudite and a attaqué le Yémen Al-Hodeida et airport was Al-Hodeïda, taken. Al-Hodeida si je airport ne me trompe pas, was hit l'aéroport and d'Al-Hodeïda a they été attacked frappé. the Ils ont attaqué airport le port avec leurs avions de using the combat. fighter jets Et nous nous and demandions quelle serait la then réponse du Yémen. we Est-ce were qu'ils allaient talking about attaquer what would be the Aramco? response from Yemen. Peu I après, get 2 heures plus tard, Aramco. nous avons vu Moments qu'Aramco after était en 2 feu hours, we've à seen cause des that missiles. Aramco is on Le fire Yémen a because of décidé US missiles. d'intensifier la guerre. And Et pendant que nous parlons, Yemen has quand on decided regarde les images qui viennent d'Aramco, escalate the war. And on as voit we que talk, tout est en feu. and you look at the L'Arabie footage saoudite a coming out of décidé d'intensifier Aramco, you cette see guerre, everything is ce on qui, à mes fire. yeux, n'était Saudi pas Arabia logique. has decided to Rien ne se escalate, passe de manière which logique. was not Quelle est votre possible, analyse de la in situation my entre le understanding. Yémen et Nothing was l'Arabie happening saoudite? logically. What is your Et qu'est-ce que cela understanding of the signifie pour le situation conflit en between cours Yemen and entre Saudi l'Iran et les Arabia, and what États-Unis? does that mean for the ongoing conflict between Iran and the United States? First of all, let's remember that Tout d'abord, rappelons que la guerre génocidaire au Yémen a été déclenchée par Mohammed Ben Salman, avec le feu vert d'Obama, en 2015. C'était à peu près au moment où le JCPOA, l'accord sur le nucléaire, était négocié à Vienne. J'étais à Vienne, je crois, lorsque la guerre a commencé, lorsque cette guerre génocidaire a commencé. Les Émirats et les Saoudiens ont donc lancé cette guerre génocidaire et tout le monde dans la région l'a soutenue. Tout le monde. Le Qatar, la Turquie, la Jordanie, le Koweït, Bahreïn, les Émirats, plusieurs des Émirats y ont participé. Ils étaient tous impliqués. Et bien sûr, l'OTAN était derrière. Les pays occidentaux étaient derrière. Ils fournissaient les munitions, les armes. Des conseillers occidentaux maintenaient l'armée de l'air saoudienne en état de voler. Ils bombardaient le Yémen jour et nuit. Des navires américains patrouillaient en mer Rouge, empêchant la nourriture d'entrer. Ils ont affamé le peuple yéménite. On dit que des centaines de milliers de personnes sont mortes et que beaucoup sont mortes de faim. C'est très similaire à ce que nous voyons à Gaza. Mais à l'époque, il y avait très peu de compassion pour le Yémen. Parce qu'à l'époque, Al Jazeera soutenait le génocide. Al Arabiya soutenait le génocide. Donc les médias occidentaux, les médias arabes, tous soutenaient le génocide au Yémen. Donc vous savez, quand vous voyez Al Jazeera faire semblant de se soucier des Palestiniens, ce n'est pas par morale. Je veux dire, il y a de bonnes personnes à Al Jazeera, des journalistes et des gens honnêtes qui travaillent au Qatar. Je ne le nie pas du tout. Mais Al Jazeera elle-même, sa ligne éditoriale, c'était de soutenir le génocide. En fait, j'ai été invité 2 fois sur Al Jazeera dans l'émission Inside Story et j'ai été très dur. Ensuite, j'ai été banni d'Al Jazeera. Pendant très longtemps, ils ne m'ont plus invité. La même chose s'est produite à propos de la Syrie. J'ai été invité quelques fois pour parler de la Syrie. Puis ils ont arrêté. C'est une longue histoire. Je vous la raconterai plus tard, mais comment j'ai découvert que j'étais banni à cause de la Syrie. C'est une histoire très drôle. Mais enfin, ils ont tous, vous savez, l'Occident collectif, cherché à détruire les révolutionnaires au Yémen. Et grâce à l'argent et à l'influence de l'Arabie saoudite et des Émirats, ils ont pu obtenir une résolution du Conseil de sécurité des États-Unis qui affirmait que l'ancien régime, bien qu'il ait été renversé et soit totalement impopulaire, était le gouvernement reconnu internationalement. Alors même qu'il ne contrôle rien sur le terrain, alors même que des centaines de milliards de dollars ont été dépensés pour tuer le peuple yéménite et le ramener au pouvoir. Mais ils ont échoué. Cela montre à quel point ce prétendu régime, reconnu internationalement, est totalement impopulaire et profondément détesté. Donc ce génocide a duré longtemps. Et un jour, un ancien responsable américain, ou je crois un officier, a raconté qu'il se trouvait sur un navire en mer Rouge, un navire de guerre américain. Ils ont arrêté ce bateau et l'ont inspecté.
Il était rempli de médicaments introduits clandestinement au Yémen. Ils ont pris tous les médicaments et les ont jetés à la mer. Voilà ce que soutenaient les Américains, les Saoudiens, les Émiratis, les Australiens, les Néo-Zélandais, les Canadiens, les Européens, les Qataris, Erdogan et le roi Abdallah. C'est ce que tout le monde soutenait. Alors progressivement, le Yémen a résisté, une résistance héroïque. Et petit à petit, ils ont commencé à développer leur propre technologie. Et je suis sûr que les Iraniens les ont aidés. Mais le Yémen est plein de gens intelligents, de gens instruits. Vous savez, avant, c'était un pays comme les autres. Je veux dire l'Afghanistan, quand on voit à quel point la situation y est terrible. Il faut se rappeler, nous devons tous nous rappeler, que l'Afghanistan, avant l'invasion soviétique, et avant que les Américains ne commencent leur sale guerre là-bas, en créant Al-Qaïda et les groupes takfiristes dans les années 80 avec les Saoudiens, et ainsi de suite. C'était un pays qui ne s'en sortait pas si mal comparé aux autres pays de cette région du monde. Et le Yémen aussi avait des universités, il avait une classe instruite. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, avec le soutien de l'Iran, ils ont clairement commencé à développer leur propre industrie de défense, avec notamment des drones et des missiles. Progressivement, les drones et les missiles yéménites ont commencé à frapper les installations pétrolières saoudiennes. Et ils les ont frappées très durement. Cela a conduit au cessez-le-feu. Cela a mis fin au combat entre le Yémen et l'Arabie saoudite. Les Saoudiens ont donc été contraints de céder après des années de guerre génocidaire soutenues par l'Occident. Ce n'est donc pas le premier génocide que l'Occident a perpétré dans notre région du monde. Et celui-là, c'était le génocide d'Obama. Bien sûr, Trump a poursuivi ce génocide, mais il a été commencé par Obama. Cela étant dit, après le cessez-le-feu, ils ont maintenu le blocus du Yémen. Et ces dernières années, ils ont aggravé la situation. Les Yéménites étaient de plus en plus en colère à cause du ciblage des femmes et des enfants et de la manière dont ils affairent. Et bien sûr, les médias occidentaux s'en moquent, tout comme ils se moquent des enfants de Gaza. Ils se moquent d'eux. Enfin, chaque jour, ils massacrent des gens. Et hier, en Cisjordanie, ils ont tué beaucoup de Palestiniens. Et ces voyous sionistes parcourent la Cisjordanie, tuent des gens, volent des terres et terrorisent la population palestinienne autochtone. Mais vous n'entendrez pas ça dans les médias occidentaux. Puis, après que l'ayatollah Khamenei a été martyrisé, lorsque les funérailles ont été prévues et que leur date a été annoncée, les Iraniens ont envoyé un avion de ligne ordinaire, avec un équipage ordinaire, des hommes et des femmes, pour faire venir les membres de la délégation yéménite. Et lorsque, donc apparemment, l'armée de l'air saoudienne a harcelé l'avion ou a tenté de l'approcher à l'aéroport yéménite, des systèmes antiaériens l'ont forcé à s'éloigner. L'avion iranien a atterri. Il a amené la délégation ainsi que des Yéménites malades qui ne pouvaient pas être soignés dans les hôpitaux yéménites. Ils ont été emmenés en Iran. Puis, après les funérailles, la délégation est repartie au Yémen à bord d'un autre vol commercial, sur un avion civil. L'appareil approchait de l'aéroport yéménite lorsque les Saoudiens ont bombardé l'aéroport, mettant en danger l'avion iranien, son équipage et les passagers. Les Iraniens étaient indignés, mais c'était un acte de guerre contre le Yémen. Et puis bien sûr, les forces armées yéménites ont répondu, Ansarullah a répondu. Et la nuit dernière, nous avons vu les Saoudiens bombarder de nouveau Al-Hodeïda. Le Yémen a finalement mené une frappe majeure la nuit dernière, avec de nombreux missiles et drones, contre des cibles saoudiennes, stratégiques et des installations pétrolières. Enfin, aussi contre des cibles américaines, mais surtout saoudiennes. Et apparemment, les Saoudiens viennent tout juste de mener des frappes aériennes dans la zone frontalière, ce qui entraînera probablement de nouvelles ripostes yéménites.
C'est donc une énorme escalade. Personnellement, je pense que les Saoudiens ont été absolument stupides de provoquer cette situation. Je veux dire, frapper l'aéroport à ce moment-là, alors que le détroit d'Ormuz est fermé, et mener une guerre active contre le peuple yéménite. Alors que les Yéménites en ont assez du siège, ils leur ont donné tous les prétextes et tous les droits pour riposter. Et c'est le meilleur moment possible pour le Yémen, parce que les Saoudiens ne peuvent pas exporter leur pétrole par le golfe Persique. Ils ne peuvent pas, ou par le détroit d'Ormuz, ils ne peuvent ni importer ni exporter du pétrole par le détroit d'Ormuz. Ils dépendent donc entièrement de la mer Rouge, et cela rend la mer Rouge bien plus importante pour les Saoudiens. Par conséquent, l'Arabie saoudite est vulnérable, très vulnérable, face à Ansarullah. On a déjà vu Ansarullah frapper 3 navires de guerre et déjà 3 pétroliers. Cela fait partie du blocus qu'ils ont commencé après les frappes contre le Yémen. Donc, je ne sais pas pourquoi l'Arabie saoudite fait cela. Elle a bien plus à perdre que le Yémen. Car si le Yémen continue de frapper les installations pétrolières, les raffineries et les usines pétrochimiques saoudiennes, l'Arabie saoudite sera forcée de se mettre à genoux. Yeah. Oui, une nouvelle photo vient tout juste de sortir. Concernant le hangar utilisé par les forces spéciales américaines sur la base aérienne Roi Faisal, en Jordanie, il semble qu'un missile iranien l'ait détruit. L'une des principales préoccupations des États-Unis en ce moment, c'est la précision de ces missiles qui atteignent leurs cibles en Jordanie. Ils disent que c'est parce que la Russie et la Chine fournissent des renseignements aux Iraniens. Et que savons-nous des nouveaux missiles utilisés par l'Iran? S'agit-il peut-être de nouveaux missiles? Comment expliquer la précision qu'ils démontrent? Eh bien, ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle les missiles iraniens sont aussi performants. C'est Kamouvan, une technologie iranienne développée sur place. Et les missiles yéménites ont eux aussi été très efficaces. Utilisent-ils également des satellites russes et chinois? Je ne pense pas qu'ils le sachent vraiment. Je ne pense pas que les Américains sachent ce qui se passe. Trump lui-même affirme que les Russes et les Chinois n'y sont pour rien. Je n'en ai aucune idée. Je ne connais pas ces choses-là, mais je sais que les missiles yéménites et leurs drones ont été très efficaces et que les missiles et les drones iraniens ont été très efficaces. Beaucoup de ces bases sont très bien connues des Iraniens. Et les Iraniens ont de nombreuses personnes dans la région qui leur fournissent des informations. Beaucoup de gens coopèrent avec l'Iran dans toute la région du Golfe Persique, en Jordanie et ailleurs. Quand les Américains sont presque universellement méprisés par les populations, beaucoup de gens vont aider les Iraniens. Je n'en doute pas. Et les Yéménites aussi, d'ailleurs. Mais je ne sais pas. Je veux dire, je ne peux pas dire avec certitude comment les Iraniens s'y prennent. Mais au bout du compte, c'est avant tout la technologie iranienne des missiles. Et les Américains sont très négligents, de toute évidence. Ils ont fait un travail épouvantable. Leurs bases sont conçues de telle manière qu'il est très facile pour les Iraniens de détruire leurs moyens essentiels. Et puis, quand ils se sont repliés en Jordanie, ils étaient exposés. Ce ne sont pas des installations cachées. Ce n'est pas comme les bases iraniennes qui sont souterraines et inaccessibles. Celles-ci sont à ciel ouvert. Il suffit que quelqu'un, depuis la Jordanie, transmette aux Iraniens l'information selon laquelle les Américains utilisent ces nouveaux bâtiments là-bas. Et les Iraniens les prendront pour cible. Je ne pense pas que les Américains comprennent vraiment à quel point ils sont détestés. Et dans toute la région, les gens voient clair dans la propagande confessionnelle, que les empires médiatiques, qatariens, saoudiens et émiratis diffusent, ainsi que dans la propagande raciste. Car ils disposent d'un énorme appareil médiatique. Il n'y a pas que Al Arabiya
ou Al Jazeera, ils financent de nombreuses chaînes dites privées. Beaucoup sont basées en Occident. Et je pense que les gens le savent. Je veux dire, ils ont aussi, vous savez, des chaînes dites religieuses, wahhabites, salafistes et takfiristes. Ils disposent, vous savez, de toutes sortes de médias, de chaînes Telegram en ligne et bien sûr de nombreuses fermes à trolls utilisées pour créer. Mais les gens voient clair dans tout ça, désormais. Ça ne marche plus. Nous avons vu beaucoup d'images de personnes qui applaudissaient lorsque les missiles frappaient des bases américaines en Jordanie. Ce sont des Jordaniens. On voit ça dans toute la région et partout dans le monde. Donc, je ne pense pas qu'il soit si difficile pour les Iraniens d'obtenir le type d'informations dont ils ont besoin. Et ils se préparent. Ils se préparent depuis des décennies en construisant ces bases souterraines, ces missiles et ces drones. Je pense qu'ils ont probablement aussi développé leur réseau de collecte de renseignements. Je ne crois donc pas qu'il n'y ait qu'une ou deux sources, ou que les Russes ou les Chinois aient joué un rôle déterminant. Je pense que les Iraniens disposent de nombreux moyens pour recueillir des renseignements. La nouvelle est tombée. Il semblerait que les États-Unis aient demandé un cessez-le-feu temporaire avec l'Iran. Il est aussi dit que les États-Unis veulent revenir au protocole d'accord et y inclure le Yémen. Je ne sais pas, nous ne pouvons pas confirmer la source. Mais il semble que ce qui se passe, c'est que la nuit dernière, nous n'avons constaté aucune attaque américaine sur le sol iranien. Autre élément. Des avions de chasse iraniens patrouillaient à la frontière entre l'Iran et l'Irak. C'est ce qui se passait la nuit dernière. Puis cette information est sortie. Quelle est la situation entre l'Iran et les États-Unis au moment où nous nous parlons? Eh bien, vous savez, on parle d'un assaut majeur que les États-Unis lanceraient contre l'Iran. Personnellement, je ne pensais pas que cela se produirait la nuit dernière, pour plusieurs raisons. Mais certains amis, des amis crédibles, pensaient que cela arriverait. Je pense que les Américains savent que l'Iran ne cédera pas. Je pense qu'ils le comprennent. Ceux qui sont au pouvoir ne sont pas très intelligents, pas les Américains ordinaires. Eux, comme tout le monde, sont éveillés et savent ce qui se passe. Mais ces gens-là ne sont pas très intelligents. Ils ne sont pas très brillants. Je veux dire, Hegseth, il suffit d'eux, ou le secrétaire d'État, ou Kushner. Ce ne sont pas des gens qui paraissent très intelligents. Et les autres personnes autour d'eux non plus, j'en suis sûr. Mais je pense qu'ils comprennent quand même que les Iraniens n'ont pas peur et ne se laissent pas intimider. Donc, si les Américains lancent une frappe massive en utilisant tous les moyens dont ils disposent, les Iraniens riposteront en utilisant tous les leurs et ils détruiront toutes les infrastructures de la région du Golfe Persique. Et ce sera la fin de l'économie mondiale. Cela provoquera un effondrement du marché boursier aux États-Unis. Le marché obligataire, tout. Enfin, il y aura une panique parce que les gens, personne ne pourra. Trump, ni personne d'autre, ne pourra plus calmer les marchés par ses manipulations de marché, parce que les gens sauront que l'économie mondiale vient tout juste de heurter brutalement un mur. Et sous l'effet de la panique, les marchés s'effondreront et entreront très rapidement dans une dépression mondiale. Et ils auraient dû le savoir. Parce que pendant la guerre de 40 jours, quand Trump n'arrêtait pas de dire « je vais anéantir l'Iran, je vais le rayer de la carte, je vais les renvoyer à l'âge de pierre », l'Iran n'a pas bougé. Alors pourquoi penserait-il que l'Iran va céder maintenant? Ça n'a aucun sens, surtout que les Iraniens frappent bien plus fort aujourd'hui qu'avant. Mais je ne dis pas que ça ne va pas arriver. Parce que les Américains pourraient attaquer ce soir. Ils pourraient lancer cette attaque écrasante. Enfin, ils ne peuvent pas écraser l'Iran, mais une attaque massive contre l'Iran ce soir. Mais s'ils étaient intelligents, ils regarderaient ce qu'Ansarullah a fait,
ce que le Yémen a fait, ce que le Yémen a fait la nuit dernière ou tôt ce matin, a été dévastateur. Ils ont frappé les Saoudiens très durement. Et manifestement, leurs missiles et leurs drones, et apparemment aussi leurs missiles de croisière, sont tous bien plus avancés qu'auparavant. Et nous devons en tenir compte. Je dis cela sans avoir de connaissances précises, bien sûr, mais je suppose que l'expérience acquise par les Iraniens au cours de la guerre de 12 jours et de la guerre de Ramadan de 40 jours est aussi utilisée au Yémen. Il y a donc de nouvelles technologies, mais aussi leur manière de concevoir leurs bases souterraines, leur manière de protéger leurs missiles et leurs drones. Je pense que toutes les leçons tirées par l'Iran ont certainement été communiquées et transmises aux Yéménites, afin qu'ils puissent, eux aussi, les utiliser dans leur façon de faire la guerre. Et comme je l'ai dit, puisque le détroit d'Ormuz est fermé et que le détroit de Bab el-Mandeb est fermé aux Saoudiens, et que vous avez deux forces puissantes, c'est-à-dire l'Iran et le Yémen, qui sont désormais engagés dans la guerre, les Américains ne peuvent pas gagner. Enfin, les Américains ont déjà perdu une fois contre le Yémen l'an dernier, et ils ont déjà perdu contre les Iraniens. Alors comment vont-ils gagner simultanément contre le Yémen et l'Iran? Pendant ce temps, la résistance irakienne, qui est une force immense, je pense que les gens ne reconnaissent pas l'importance de l'Irak. Ils disposent d'une force énorme, entre 100 000 et 200 000 hommes, à ma connaissance. Ils disent qu'elle est bien plus importante que le Hezbollah, donc elle doit largement dépasser les 100 000 hommes. Et ils ont facilement accès à toutes sortes d'armes. Et nous avons vu les funérailles du martyr, l'Ayatollah Khamenei, à Kerbala. Nous voyons qu'ils bénéficient d'un soutien populaire. La révolution islamique, la République islamique et la résistance bénéficient d'un soutien populaire. Donc si le Yémen s'engage, si l'Iran s'engage, puis si l'Irak s'engage, que peuvent faire les Américains? Que peut faire le Koweït? Que peut faire le Qatar? Que peuvent faire les Émirats? Aucun d'entre eux ne peut faire quoi que ce soit. La solution intelligente serait donc que les Américains reculent et mettent simplement fin à tout cela. Mais les Américains, le régime de Washington, sont-ils intelligents? Bien sûr que non. Et les sionistes soutiendront-ils cela? Bien sûr que non. Mais c'est la réalité sur le terrain. Et bien sûr, comme je crois l'avoir déjà dit, s'il y a un accord à un moment donné, les Iraniens ne vont pas. Je ne les vois pas revenir au protocole d'accord. Ils exigeront des choses dès le départ, ils incluront le Yémen, et ils formuleraient probablement de nouvelles exigences concernant Gaza.